Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Mimo pour le droit en 3 minutes. Alors, je tiens à remercier d'abord Fiche.io de nous aider pour ces épisodes. Je vous en parle plus à la fin. Et je voulais aussi vous dire que cet épisode serait encore un peu plus long que d'habitude parce que j'ai envie de faire les révolutions anglaises en un seul épisode, les révolutions américaines en un seul épisode. Du coup, on va tout faire d'un coup. Ça risque d'être un peu long, mais au moins, j'ai un cours qui est structuré. Et c'est pas comme si vous aviez la possibilité de faire autrement. Je suis le seul qui fait l'histoire, pour votre plus grand plaisir. Plus sérieusement, au Moyen Âge, les libertés traditionnelles étaient héritées et les parlements s'appuyaient sur elles pour fonder leur autorité. Après les Tudors, le Parlement va s'opposer à la monarchie trop autoritaire et va instaurer une monarchie traditionnelle. Cette transition, elle a permis en fait la transition vers une société moderne et c'est ce qui nous amène au rempart contre la dérive absolutiste et de la monarchie. Donc, au XVIIe siècle, en Angleterre, la question de la légitimité du pouvoir et de l'absolutisme est remise en question. John Milton va publier l'Aeropagitica pour dénoncer en fait les abus de la censure et contribuer à une réaction du Parlement. Je ne sais absolument pas comment ça se prononce, je suis vraiment désolé. Les crises politiques et les révolutions, donc avec un socle idéologique, sont alors nécessaires pour changer la société. La dynastie Stuart, dont Charles Ier est à la tête, et est confrontée au Parlement qui revendique ses droits. La Grande Rébellion va mener à la chute de Charles Ier et à la fin de la monarchie absolue. En 1628, le roi d'Angleterre va demander au Parlement de voter un budget pour venir en aide aux protestants français assiégés à La Rochelle, et le Parlement voit là une opportunité, et le roi décide de ne plus convoquer le Parlement pendant 11 ans. En 1640, une guerre et la bataille de Newburn opposent l'Angleterre et l'Écosse. Le roi va se trouver affaibli et va décider de réunir à nouveau le Parlement. Cette période de réforme, c'est-à-dire le long Parlement, par les puritains reprochait au roi et à l'Église d'être encore trop proches des idées catho et essayer d'imposer les idées calvinistes. Le roi est donc prisonnier de tout cela de 1640 à 42. En 1142, la guerre civile va éclater entre le roi Charles Ier et le premier Parlement. Le roi est vaincu et décapité en 1649, ce qui marque en fait la fin de la monarchie anglaise, une période qui est d'interrègne jusqu'à 1660. Pendant ce temps-là, le Parlement va instaurer le Commonwealth et le protectorat sous la direction d'Olivier Cromwell. En 60, Charles II est rétabli sur le trône et réaffirme la domination du culte anglican. Son frère Jacques, catholique, lui succède à sa mort, mais est vu d'un mauvais œil par le Parlement. En 1679, le Parlement va exclure Jacques de l'ordre de succession au trône. En 85, Jacques II devient roi et mène une politique d'indulgence à l'égard des catholiques. En 1688, sa femme va donner naissance à un garçon, ce qui provoque une seconde révolution, qui s'appelle la Glorieuse Révolution. Le Parlement va faire appel à Marie et Guillaume d'Orange, qui débarquent avec une armée et sont proclamés roi et reine d'Angleterre le 23 juillet 1689. Ce qui va en réalité renforcer l'autorité du Parlement et créer une monarchie constitutionnelle. Concernant les libertés anglaises et la Grande Rébellion, le Parlement anglais a pris de plus en plus de place depuis le XIIIe siècle sous Jean sans Terre. Au XIVe et XVIe siècle, il était relativement puissant, mais sous les Tudors, le pouvoir royal s'est renforcé. Sous les Stuarts, le Parlement a été renforcé grâce aux libertés anglaises, des droits accordés par la monarchie sous forme de charte. Ces droits sont devenus la source des libertés de tous les Anglais et ont été de plus en plus forts depuis le XVIe siècle. Concernant ces libertés anglaises, la Grande Charte de 1215 a été établie par Jean sans Terre, comme j'ai dit, et considérée comme la plus ancienne des libertés anglaises. Elle contient des dispositions fiscales, comme l'interdiction de lever des impôts sans consentement général du royaume, et judiciaire. Aucun homme libre ne peut être arrêté, détenu ou sanctionné sans le jugement de ses pairs ou la loi de la terre. Elle a également établi que les barons ne peuvent pas avoir leurs propres vassaux et que l'armée anglaise est formée de roturiers qui doivent être payés. La Grande Charte établie sous les Tudors limite le pouvoir du roi en garantissant les libertés des sujets. Selon l'article 40, le roi ne peut pas vendre, refuser ou différer le droit de justice. Avec les Stuarts, le Parlement s'appuie sur ces libertés pour les renforcer, notamment en matière fiscale. La portée des libertés anglaises, elle, va venir s'ajouter car le roi Jacques Ier défend la théorie du droit divin et la monarchie absolue dans son œuvre. La vraie loi des libertés monarchie, c'est-à-dire Robert Bellarmine, conteste cette conception et défend les droits de l'Église. Sous le règne de Charles Ier, le Parlement va refuser les exceptions et défend ses prérogatives. Les libertés anglaises sont donc considérées comme ayant une valeur absolue. Le Parlement de 1628 va s'opposer au roi pour ses mesures abusives et sa bienveillance envers les catholiques. Le 7 juin 1628 encore, le roi accepte la pétition des droits rédigée par Édouard Coke et la Chambre des communes, fondée sur l'esprit de la Grande Charte, et cet accord limite le pouvoir souverain du roi et lui permet d'obtenir des fonds, mais ça le lie à la volonté du Parlement. Et pour finir, les libertés anglaises concernant la Glorieuse Révolution,
c'est que lors de la Seconde Révolution, sous le règne de Charles II, il y a des conflits religieux qui ont éclaté entre le roi et les puritains. En 1679, le Parlement a donc proposé l'acte d'exclusion du 11 mai pour exclure Jacques, qui est duc d'York, de la succession au trône car il était catholique. Le roi a accepté le 29 mai l'habeas corpus, une loi qui a pour but d'empêcher les arrestations et incarcérations arbitraires et qui prévoit que le prisonnier doit être présenté au juge. C'est-à-dire que la loi sur l'habeas a été mise en place pour améliorer les libertés du sujet et prévenir les détentions outre-mer. Elle prévoit que les juges doivent délivrer immédiatement l'ordonnance d'habeas corpus et que l'officier qui détient le prisonnier doit la présenter au juge dans les 3 jours. Si les charges sont insuffisantes, le prisonnier doit être libéré, sinon il peut être libéré avec une caution, sauf en cas de crime de haute trahison. Le roi ne peut pas transférer une personne outre-mer, outre le ressort des tribunaux anglais. Cette loi va donc s'ajouter à la pétition des droits et à la Grande Charte. En 1689, le Parlement conventionnel demande à Marie et son mari, c'est drôle, de prendre la succession de Jacques II sous condition d'accepter la Charte des droits. Cette charte va donc récapituler les anciennes libertés et prévoit notamment que les catholiques ne pourront pas régner. Le 16 décembre 1689, elle devient officielle et fait partie de la Constitution anglaise sous le nom de loi déclarant les droits et libertés du sujet et réglant la succession à la couronne. Elle définit les attributions du Parlement, qui sont législatives, fiscales et militaires, en garantissant les libertés judiciaires. Le Magna Carta dénonce les cautions excessives et les peines cruelles et inhumaines, notamment la pendaison. Elle interdit le dessaisissement des tribunaux de droit commun, garantit le droit de pétition et la liberté des élections à la Chambre des communes.